la présentation suivante, nous passons effectivement sur le sujet des drones, un outil au service de tous. Et c'est Antoine Teva Landras qui va être là avec nous pour cette présentation que je vais lancer avec l'outil Geniali. Ça va être à droite. Attends, je lance ton outil en espérant qu'il s'affiche directement. Et oui, il est derrière, il n'y est plus. Il arrive. Donc on va essayer, je n'ai pas essayé avec la molette. Ah, ça fonctionne, c'est parti. Super, merci beaucoup. Bonjour, donc je me présente, je m'appelle Teva Landras, je suis chef de projet et formateur chez DroneNC. DroneNC, c'est une structure qui existe depuis 10 ans environ, et on est à la fois une école de formation et un prestataire de services. Et on a formé quasiment l'intégralité des pilotes de drones sur le territoire, donc on a une assez bonne idée en tout cas de la représentation de la communauté géomatique, en tout cas dans notre univers. Donc au menu, rapidement, donc en entrée, je vais vous parler un peu des nouveaux matériels, de l'évolution du drone, ce qu'ils sont capables de faire, et qu'est-ce qu'on a actuellement en Nouvelle-Calédonie, avec leurs capacités, leurs moyens et leur précision. Ensuite, en plat principal, un petit apport spécifique par rapport aux moyens aériens classiques. Tout à l'heure, on parlait des campagnes faites par avion, donc voir la différence entre les drones et les avions. Des exemples concrets de ce qu'on peut faire en Nouvelle-Calédonie. Et ensuite, notre savoir-faire local par rapport à tout ce qui se passe dans le monde et voir un peu comment on se place au niveau de l'évolution de la technologie et des moyens. Alors, et je vois qu'on se pose la question juste devant, est-ce que c'est une bonne situation, ça, télépilote de drone? Eh bien, on forme chaque année entre 50 à 60 pilotes. Il faut savoir que sur ces 50 à 60 pilotes, donc ça fait à peu près 500 sur 10 ans, on a tous les ans entre 1 à 2 personnes qui sont géomètres ou topographes. Donc je vois quelques visages qu'on a eus en formation, mais trop peu. Toutes ces personnes, parce que ça brasse vraiment beaucoup de catégories, l'utilisation du drone, on va pouvoir avoir différents modèles qui vont servir à justement avoir différentes précisions, différentes choses. Alors ça s'affiche un peu mal, mais on va avoir des tout petits modèles qui font 249 grammes, ça ressemble à des jouets, c'est super utile, mais déjà, sur tous ces petits modèles, on a du lidar de détection pour les obstacles et on va avoir des capteurs 1 pouce avec des résolutions qui permettent d'avoir parfois 10 cm de précision, d'accord. On va avoir des modèles un peu plus gros, comme ceux-là, et voire même des avions équipés de lidar qui font 25 kg, voilà, avec 6 heures d'autonomie de vol, et qui peuvent faire, on va le voir juste après, une grande distance. En termes d'exemple, j'espère que ça va se lancer, voilà, ici on a le Matrice 400, équipé de la dernière caméra lidar qui est sortie il y a 3 semaines. Ça fait ce que vous voyez là, en fait, il va faire à peu près 100 km² par jour. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il traite les données, en fait, il peut les traiter en temps réel et faire un pré-rendu du résultat avec tout simplement l'option, voilà, c'est entre 1 à 3 cm la précision, voilà, la marge d'erreur. Donc c'est assez énorme. C'est énormément utilisé en Chine, en Australie, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, dans tout ce qui est eh bien, forcément cartographie, mais aussi surveillance et plan d'urgence, c'est-à-dire que quand il y a une personne qui a disparu, souvent ils envoient, et avec le pré-rendu, ça leur permet d'avoir une reconnaissance de terrain. Donc on a voilà, ce type de modèle qui va servir pour en dehors de la ville, mais aussi qui va pouvoir faire, on va le voir juste après, des plus grosses campagnes. Donc vous voyez les nuages de points là, qui sont faits directement, et avoir justement tout ce qui est ville, et avoir de la cartographie qui est précise, en tout cas au centimètre près. Voilà. Donc c'est assez impressionnant à voir. Et voilà, 100 km² par jour. Donc en termes de précision, sur les drones, les tout petits, eh ben, on peut les utiliser pour pas mal de choses. Nous, en tout cas, on les utilise pour des mairies ou pour des clients qui veulent faire des recherches de calcul sur des toitures ou sur des choses comme ça. Et voilà, plus on avance en fait dans les points, hein, plus on va pouvoir faire de la topo 1/500e ou 1/1000e, et plus on va pouvoir couvrir une surface qui est importante, avec 1000 hectares, voire 3000 hectares, pour le DT46, qui, lui, peut faire une énorme distance par jour. Donc tout ça, voilà, vous allez me dire, ok d'accord, c'est super, tu prêches ta paroisse, mais concrètement, c'est quoi la littérature à l'international? Parce que ça fait 10 ans que ça existe, donc il doit bien y avoir des études. Donc je vous ai fait un petit pot pourri de différentes études. Donc on en a 2 là, 2021-2025, une étude australienne et une étude aux États-Unis. Le drone, c'est 94% de temps gagné par rapport à un relevé sol. Voilà, c'est pas beaucoup, hein, c'est 94% de temps.
C'est 80-85% d'économie sur le temps et le coût de terrain pour un lever donné, que ce soit en aérien ou que ce soit au sol. Les deux études qui sont là, c'est une étude qui a été commandée par le gouvernement britannique, donc c'est une étude indépendante. Et ici, alors j'aime bien ce chiffre, mais j'aurais pu utiliser n'importe quel pays, on a deux études qui ont été fournies aux États-Unis, 2019 et 2025, et celle de 2025, ils prévoient que ça va leur économiser, en tout cas l'utilisation du drone dans ce domaine, 16 milliards de dollars. Voilà, c'est pas beaucoup, on peut faire pas grand-chose avec 16 milliards de dollars, c'est bien. Mais en Australie, en Chine, Nouvelle-Zélande, le Japon, et même en Europe, toutes les études parlent en tout cas entre de centaines de millions, à avoir des milliards d'économies avec l'utilisation de cet outil, qui est, comme on vient de voir, un gain de temps et un gain d'argent. Et là, je vois la question que vous avez eue tout à l'heure, quand on a parlé de la campagne de 2024 à 2026. Super, mais on envoie un avion. C'est quoi la différence concrètement avec ce qu'on est en train de faire en termes de lidar? Déjà, c'est pas vraiment les mêmes échelles. D'accord. Avec un avion, on va pouvoir faire peut-être plus rapidement certaines choses, beaucoup plus vite, beaucoup plus grand, mais on a une précision qui sera forcément moindre, parce qu'avec le drone, on peut se rapprocher beaucoup plus près du sol, en étant à 120 mètres ou à 300 mètres, on peut avoir des précisions centimétriques, voire même moins. Et ce qui a surtout de bien avec le drone, c'est qu'on peut le lancer très rapidement, avec des protocoles, avec l'aviation civile, ça peut être très vite mis en place, et donc on n'est pas là pour remplacer les avions et les hélicoptères, on est là pour être en complément des avions et des hélicoptères. Et surtout, ce qu'on peut faire, notamment avec le DT-46 que vous avez vu, c'est l'utilisation en tout cas de ces appareils, c'est dimensionné par rapport à la taille d'un territoire. C'est-à-dire que forcément, quand vous êtes aux États-Unis, quand vous êtes en Australie, vous avez des campagnes par avion, vous avez des campagnes par hélicoptère, parce que ça fait des kilomètres et des kilomètres carrés de surface. En Nouvelle-Calédonie, on n'est pas si grand que ça. Donc, après, c'est la question, je ne dis pas que forcément il faut utiliser des drones partout, mais est-ce que prendre un avion d'Europe, l'envoyer ici et faire une campagne pendant plusieurs mois, est-ce qu'au final on ne pourrait pas avoir un drone à la place qui serait sur le territoire et qui pourrait faire quand on veut, où on veut, et même en dessous des nuages, et avoir justement même une meilleure qualité en tout cas, c'est ce que montre l'utilisation un peu partout de ce type d'appareil, puisque les campagnes sont souvent en deux catégories dans les autres pays. C'est-à-dire qu'on a vraiment les avions et les drones qui sont utilisés, c'est toujours combiné, c'est jamais l'un ou l'autre. Alors on parlait tout à l'heure de la mairie de Nouméa, où justement on a de la donnée, etc. Mais malheureusement, il n'y a pas, en tout cas, tout le monde qui utilise ce type de données. Juste avant, là, il y a 2 millions d'opérateurs drones qui sont enregistrés en Europe, 6 millions annoncés pour 2034, c'est les chiffres de l'aviation civile européenne. En France, c'est 200 000 exploitants pour à peu près 500 000 pilotes. Ça fait environ un pilote pour 100 habitants, environ, c'est pas mal. En Calédonie, c'est un pilote pour 500 habitants, donc 5 fois moins nombreux, voilà, en termes de comparatif. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on fait déjà avec le drone? Hop, je ne sais pas si je peux prendre la souris et l'amener ici. Yes. Alors typiquement, on peut l'utiliser dans tout ce qui est mangrove, agriculture. La 3DT le fait déjà, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir venir faire des orthophotos, de la photogrammétrie et utiliser des indices NDVI, des indices de végétation pour voir la santé, pour voir s'il y a du stress hydrique ou du stress en azote sur certaines cultures. Nous, on le fait pour les agriculteurs. Ça permet aussi de voir où l'eau vient se concentrer, enfin avoir plein d'indices au niveau de l'eau. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se faire, et qui peut se faire assez rapidement, parce qu'on peut couvrir des hectares et des hectares très vite. Sur tout ce qui est université, l'IRD en recherche, ils travaillent souvent sur les îlots, ils travaillent souvent sur les littoraux. On peut avoir des modèles 3D et des cartes en 2D de certains endroits pour avoir justement de la data et de la donnée. Mais on n'a pas que ça. On va avoir aussi du côté du patrimoine, du tourisme ou même de la modélisation. On a fait la cathédrale de Nouméa en 3D le mois dernier avec un petit drone, voilà, un tout petit drone. On a à peu près 5 cm d'erreur. Voilà. Et ce qu'il y a de bien avec ces projets, c'est que quand la cathédrale de Notre-Dame de Paris avait brûlé, ils avaient quelques années eu le réflexe, en tout cas, de faire une modélisation intégrale de la cathédrale qui avait permis de reconstruire
à l'identique, en fait, la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Ils avaient fait la modélisation pour un jeu vidéo, là nous on l'a fait pour faire une nouvelle visite virtuelle de la cathédrale. Surtout après ce qui s'est passé l'année dernière et après beaucoup d'édifices patrimoniaux qui ont été brûlés, faire ce genre de choses, ça permet aussi d'avoir entre guillemets une fiche, voilà, quelque chose qui permet de revenir dessus et de retravailler si besoin. Mais il n'y a pas que ça. Le secteur principal où c'est utilisé, on va avoir notamment le secteur minier, d'accord ? Donc on va pouvoir faire du calcul du volume, on va pouvoir faire des choses intéressantes. Et tac, on va avoir après tout le côté mairie, urbanisme, et après ça va être implémenté directement dans des systèmes. Et ça fait déjà pas mal de choses. Donc en vérité, on a vraiment beaucoup de compétences en Calédonie parce qu'il y a beaucoup de télépilotes, il y en a beaucoup qui ont été formés, on a eu beaucoup de curieux, voilà, plus que de vraiment professionnels de métier qui ont essayé de se lancer sur ce domaine. Et à l'international, en termes de comparaison, il y a des outils IA, voilà, qui sont assez sympathiques, où vous mettez quelques photos, quelques vidéos, et ça vous génère instantanément un MNT avec tout simplement toute la 3D, la texture. Ça prend 30 minutes à générer un truc comme ça. Voilà, vous pouvez l'exporter dans n'importe quelle résolution, n'importe quel modèle que vous voulez, vous pouvez l'intégrer. C'est assez dingue et c'est assez rageant, voilà, je ne vous le cache pas. Quand on regarde ailleurs, vous avez en Arctique des drones hélicoptères avec du lidar qui viennent inspecter des failles pour les chercheurs. Vous avez l'archéologie où c'est énormément utilisé en Amérique du Sud, en Polynésie. Vous avez également Open Aerial Map qui est un espèce de grand forum communautaire où les télépilotes vont venir mettre leur orthophoto, et en fait c'est partout dans le monde, et ça va servir notamment en cas de sinistre d'avoir de la data et de la donnée précise pour venir sauver et récupérer des gens. En Islande, ils font voler des drones tous les jours pour faire du repérage, notamment sur les points chauds, pour essayer de prédire où pourrait potentiellement y avoir des éruptions volcaniques. Donc voilà, on a tous ces types de données qui sont utilisées. Donc on a beaucoup de savoir-faire ici, c'est indéniable. Mais on a encore, en tout cas, un manque. Nous, on le voit au niveau de la formation. Il y a des deux écoles et on sait qui vient chez nous. Il y a un réel manque, en tout cas, de formation sur la couverture. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un super travail qui est fait partout. Mais l'IRD, sur une publication de l'année dernière, sur ça, en tout cas, souligner la nécessité de standardiser les suivis et de créer des séries temporelles vraiment beaucoup plus stables. Et effectivement, c'est vrai que nous, on voit très peu de personnes des îles ou du Nord se former en drone. On voit que les utilisations dans certains domaines, ça reste beaucoup trop ponctuel, souvent faute de budget, et aussi souvent avec le contexte politique qui est tendu et les budgets qui se resserrent. Et donc toutes ces barrières, toutes ces normes vont limiter l'intégration de ces outils qui, par les études que j'ai montrées, montrent indéniablement qu'il y a une réelle utilité et il y a un réel gain à la fois de temps et d'argent de l'utilisation, en tout cas, du drone dans ces domaines. Voilà. Je vous remercie si vous avez des questions. Merci beaucoup, Teva. Alors on dit Antoine Teva ou on dit Teva ? Oui, c'est l'un des deux. C'est comme Jean-Michel, mais c'est l'un ou l'autre. D'accord. Alors, effectivement, dans la présentation que tu nous as fait, il y avait effectivement ce comparatif. Alors, je ne sais pas si tu t'es fait des amis dans la salle. Mais non, pas du tout, je ne pense pas. Moi, j'ai surtout compris... Oui. Oui, et donc moi, j'ai compris que... Alors, attends. Oui. C'est ça. Alors, j'ai une réponse, très bonne réponse, parce que j'ai vu un appel d'offres de la province Nord sur justement, non mais de manière générale, parce qu'il y a de la ville aussi. Okay, j'ai vu un appel d'offres justement sur du lidar et on s'est posé la question. Donc moi j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé l'aviation civile et je leur ai dit avec un DT46 au sud des villes, c'est comment ?
Et ils m'ont dit, faut voir, etc. Donc on a eu le service de la navigation aérienne, on a eu la direction de la sécurité de l'aviation civile, on leur a parlé du projet. Et ils ont dit, écoutez, avec le DT-46 qui fait 25 kg, qui a un parachute embarqué, qui a tous les moyens techniques, entre guillemets, de sécurité, qui soit même encore plus sécuritaire qu'un avion parfois, ils ont dit, avec le bon dossier, bien monté, ça pourrait se faire. Parfait. Vous avez mon appel d'offres. Il y a 200 000 hectares à faire en 3 mois. Si vous me les faites, pas de problème. Ok. Alors après, on a quand même compris, messieurs, on a quand même compris que... Non mais c'est vrai. Non mais par contre c'est vrai de préciser qu'en fait on vole pas comme ça n'importe comment avec des drones. Voilà. Deux. Le drone à vue, c'est-à-dire que le drone, tu as dit, va très loin. Oui. Tu le regardes toujours ou est-ce qu'il peut partir sans toi? Alors en fait, je vais pas rentrer dans les détails, mais la réglementation est très complexe. Mais On a besoin quand même de réponses précises. Ouais, non mais le vol hors vue est autorisé sous des scénarios qui sont assez encadrés. On a le droit jusqu'à 2 km, mais après on peut faire des dérogations. En fait, c'est même pour l'agriculture, pareil, normalement c'est interdit totalement l'épandage aérien. Nous on a monté un dossier auprès de l'aviation civile, ça a été accepté. Parce que on pense, et en tout cas c'est l'avantage qu'on a en Calédonie par rapport à la métropole, on a une aviation civile qui écoute, qui est vraiment, je graisse un peu la patte, mais bon c'est vrai aussi, c'est qu'ils prennent le temps de recevoir. Ils prennent le temps de recevoir, ils prennent le temps d'écouter les projets et ils prennent le temps d'accepter aussi des choses qui ne seraient pas possibles à faire en métropole. Donc il faut profiter aussi de cet avantage-là qu'on peut avoir, parce que je le disais tout à l'heure, un télépilote pour 500 personnes ici, un télépilote pour 100 personnes en France, sauf que le staff en France, il est quasiment aussi nombreux par ville que le staff en Nouvelle-Calédonie. Donc du coup, par exemple, la ville de Paris, ils sont 8 sur le service drone, sauf qu'il y a... je sais pas, 40 000 dronistes, quelque chose comme ça. Donc c'est ingérable, c'est que des numéros. Donc impossible de discuter avec qui que ce soit. Alors qu'ici, on peut très facilement aller chez eux, essayer de voir des réunions, discuter justement avec les différents organes, la police, etc. Et je dis pas que c'est facile à faire, mais je dis que c'est possible par contre. Et puis, ce qu'on comprend quand même, c'est que quand même, hein, tu l'as dit, hein, l'échelle est quand même différente, en tout cas en termes de rendu. Ouais. Donc on perçoit quand même, messieurs, si je peux me permettre, que ces projets sont complémentaires. C'est que là, on a un besoin quand même d'aller vite et d'avoir en fait quand même de la finesse. Là, on va sur des choses effectivement plus ponctuelles aussi, oui. Hein, dans l'usage. Le DT-46, il fait 1000 km² par jour. Voilà. Bien sûr. Allez, une autre question. Le débat, il est intéressant. Deux autres questions. Je ne dis pas que j'ai raison, hein, loin de là, mais je dis qu'en tout cas, la question peut se poser. Bonjour, Stéphane Burg pour un Sud. Juste... Non, c'est pas ça. C'est que la présentation, elle fait quand même la part belle au drone. Je voudrais juste repréciser 2-3 choses. Le cadre français, il reste quand même très strict. Toutes les études qui sont montrées, c'est des études hors cadre français. Donc voilà, annoncer des super réductions de coûts et tout, c'est très bien. Mais c'est pas dans le cadre français. Oui, ce qui pose quand même encore... Non mais il faut le dire, parce qu'en fait, le problème, c'est que ce genre de présentation, nous, on a des élus derrière qui viennent nous voir, qui nous disent « Expliquez-moi pourquoi j'ai un prestataire qui me dit ça et vous me dites que vous ne pouvez pas faire. » Voilà, donc c'est juste, je voulais remettre ça très clairement en perspective. Ouais. Et après, le DT-46, vous nous avez dit qu'il a été sorti, le capteur a été sorti il y a 3 semaines. Non, c'est le Matrice 400 avec la caméra L3 qui est sorti il y a 3 semaines. Et à ce moment-là, il faudrait repréciser si les dernières évolutions, parce que c'est un domaine qui évolue constamment, ça on est tous d'accord, donc ce serait bien de préciser aussi si les dernières évolutions, et notamment du point de vue de la réglementation avec la DAC, qu'est-ce qui a évolué et qu'est-ce qui est désormais possible, si c'est le cas. Parce que nous, on a été formés aussi, il y a quelques années. Nous, on considère qu'on ne peut toujours pas survoler de tiers ni de zones urbanisées. C'est quand même très contraignant. Donc si quelque chose évolue, voilà, je tiens juste à préciser que c'est à préciser dans la présentation, quoi. Le survol de tiers, il est pas toléré, voilà, à l'aviation civile. Hein. Il y a une réglementation européenne qui évolue et on est à cheval sur 2 réglementations. Voilà, ça va faire déjà 2 ans qu'on est dessus. Je ne dis pas que la réglementation elle est très compliquée, mais le mot d'ordre de l'aviation civile, ça a toujours été sécurité. Nous, ça ne nous a pas empêché, et ça n'empêche pas de temps en temps aussi la mairie de Nouméa de faire des orthophotos dans la ville. La cathédrale, on l'a fait en 3D aussi.
La gestion des tiers, c'est pas impossible. Voilà. On a fait un séminaire en 2024 avec l'aviation civile. Sur le séminaire, tous les pilotes se posaient la question de dire mais c'est impossible de faire des missions en ville, c'est impossible, c'est impossible. Pour moi c'est possible, en fait il faut tendre vers la sécurité maximale, c'est impossible d'être parfait en tant que télépilote, c'est impossible de prédire qu'il y a une personne qui va sortir d'un bâtiment, c'est impossible de prédire qu'il y a une personne qui va sortir d'une voiture, mais là je parle vraiment pour ceux qui sont vraiment télépilotes. En fait c'est le plan, c'est vraiment réfléchir à la sécurité au maximum. Et après, s'il y a des survols non intentionnels, parce qu'en fait, ce qui est interdit, c'est les survols intentionnels de tiers, c'est-à-dire pendant une prestation, elle est directement au-dessus d'une foule volontairement. C'est-à-dire une personne qui sort d'un bâtiment et qui reste en dessous du drone, on ne peut pas le prévoir. À ce moment-là, on arrête la mission, on essaye de se dégager, et puis après, une fois qu'on voit que le terrain est bon, qu'il n'y a plus de tiers, on peut recommencer la mission. Donc tout ça, c'est possible. Justement, ça fait lien parce que j'allais demander comment s'était passée la campagne pour la cathédrale, parce que là, forcément, c'était des zones habitées et des tiers. Donc, concrètement, comment ça s'est organisé? Quels sont les... Concrètement, c'est le diocèse du coup, qui nous a demandé. Et donc, du coup, concrètement, on avait demandé à bloquer le parking, ce qui n'avait pas été possible. Donc, du coup, on a mis une personne physique qui bloquait l'entrée des véhicules. Et après, on a mis deux autres personnes physiques qui bloquaient l'entrée des magasins et qui prévenaient le télépilote quand il y avait quelqu'un qui voulait sortir ou qui voulait rentrer. Et du coup, le télépilote se déplaçait pour éviter de faire du survol de tiers, tout simplement. Donc, ça prend du temps et ça prend de l'organisation, mais c'est possible. Et autre question, pardon, j'en profite. Il me semble qu'il y a des usages par la DSCGR. Je ne suis pas trop au courant. C'est l'occasion pour moi de savoir est-ce qu'ils sont propriétaires de la matériel? Est-ce que vous êtes prestataire pour eux? Enfin, comment ça se passe? On n'est pas prestataire pour eux. Je crois qu'ils ont du matériel. Mais il y a un peu tout le monde qui s'est équipé ces dernières années, en tout cas en termes de drones. Mais oui, effectivement, ils ont du matériel. Mais non, on n'est pas prestataire. On n'est pas du tout prestataire pour eux. Voilà. Mais je suis d'accord et je suis content que vous le souligniez. C'est-à-dire que, et je suis content, ça fait du débat. Que de manière, c'est l'outil, en tout cas. On monte un projet en tout cas sur tout ce qui est agricole, parce qu'en Chine, une parcelle sur 3, c'est un drone qui le traite, 2 parcelles sur 3 d'ici 2030, quasiment la totalité d'ici 2040. En France, ils ne veulent pas du tout. Quand on voit en Australie qu'ils veulent adopter la même stratégie, en Nouvelle-Zélande aussi, et qu'on voit que c'est des pays qui, en tout cas, sont émergents et qui essaient d'adopter ces choses-là, je trouve que c'est pas idiot de se poser la question, de se dire est-ce qu'on ne serait pas un peu à la ramasse, ou est-ce que ça serait pas un peu bien de s'intéresser un tout petit peu à ce qui se fait. Je ne dis pas que c'est parfait, je dis que les nouvelles technologies et les nouvelles évolutions dans les métiers, c'est toujours intéressant de s'y consacrer et de regarder ce qui se passe. Merci. Je rejoins Charlotte et tu l'as dit dans ta présentation, effectivement c'est la complémentarité. Nous on est effectivement producteurs de données cartographiques, nous encore sur des échelles des étendues encore plus grandes que le GUSRI. Donc aujourd'hui bien entendu c'est l'avion, mais faire venir un avion ça coûte une quinzaine de millions selon les offres. Donc c'est la complémentarité. Aujourd'hui les services publics en dehors de CRI qui tirent un peu son épingle du jeu, mais on a vraiment énormément de mal à suivre les programmes cartographiques. Le drone, il est complémentaire parce que des fois, il faut des résolutions, il faut du mesh, il faut vraiment des choses qui sont pointues que l'avion fait, mais vraiment à un coût important. Donc, il est complémentaire. Et puis aussi, il peut intervenir après un aléa. Nous, quand on fait venir un avion, il faut s'y prendre des mois et des mois en avance. Alors, il y a vraiment, vers le bas, je veux dire, le drone qui vraiment couvre tout un champ que l'avion ne permet pas. Et on est aussi attiré vers le haut, vers le satellite, qui de plus en plus résolue ces images. Et on se doute bien que le vecteur aérien, un jour, il va disparaître au profit du drone et du satellite. Aujourd'hui, on essaie juste, nous, de limiter la portée de l'impact des messages des prestataires qui vendent du satellite, des prestataires qui vendent du drone. Je rejoins Stéphane là-dessus. Nous, on défend ça parce qu'aujourd'hui, sur le satellite, on a des problématiques qui sont différentes du drone complètement. Mais par contre, on est vraiment très attentif à ce qui se passe. La Point Sud est très largement engagée dans le drone déjà. Et donc, c'est vraiment, on cible ça. Il faut que ça évolue. Bien sûr, c'est la réglementation qui doit évoluer le plus possible. On voit bien à quelle vitesse ça évolue, les technologies, on voit bien les outils. On a envie d'y aller, quoi. Mais on voit bien que c'est très compliqué sur les zones urbaines. Et nous, les gens qui nous donnent des sous, des crédits, les zones à enjeu, c'est les zones urbanisées. Il reste maintenant le littoral et tout ça, c'est en train de se développer. Mais
Vraiment, il faut qu'on arrive à travailler sur les zones urbanisées, c'est vraiment la clé, quoi. Sur les zones urbanisées, je donne juste un petit truc parce que la réglementation européenne va évoluer à ce niveau-là. Parce que toute l'Europe est à jour sur ça, il y a juste la France qui manque et les professionnels l'ont fait remonter et ça devrait être voté l'année prochaine normalement. Ouais. C'est que dans la nouvelle réglementation, dès que c'est un drone donc d'une catégorie spécifique, qui sera en dessous de 4 kg, donc on pense aux matrices qui a une résolution absolument dingue, etc. Bah, le survol de tiers sera, en tout cas la distance entre les tiers sera réduite. Et pour des drones un tout petit peu plus légers, ça sera même autorisé. Voilà. Ok, et après il y a encore la temporalité entre la décision en métropole et la décision en Calédonie sur la réglementation. Ça sera en même temps, puisque le problème, c'est pas vraiment un problème, c'est que ici on a les deux qui cohabitent. Et donc en fait on a un arrêté espace et un autre arrêté. Et donc normalement ça devrait être voté dans l'arrêté qui compte également pour la Nouvelle-Calédonie comme pour la Polynésie française, comme pour Wallis-et-Futuna, etc., etc., etc. D'autres questions? Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Antoine Théva.